Bonjour et bienvenue au Forum Radio Giton. Vous êtes l'invité Clément Beaune. Bonjour. Alors 10 jours après l'assassinat du professeur Samuel Paty, l'heure est donc à la riposte contre l'islamisme. Doit-il y avoir une riposte européenne à cette guerre menée par le terrorisme et l'islamisme contre l'Occident ? Quelle action, notamment de l'Europe contre la haine sur les réseaux sociaux ? Et puis, il y a aussi la crise sanitaire. Comment l'Europe doit-elle y faire face ? Et également le Brexit. Un accord est-il encore possible ? Mais pour commencer, si vous le voulez bien, Clément Beaune, on va commencer par les dernières déclarations du président turc Erdogan. Comment vous réagissez à ces propos insultants, mettant en cause ce qu'il appelait la santé mentale du président Macron, en raison, a-t-il dit, de son attitude à l'égard des musulmans? C'est une injure scandaleuse, mais une injure de plus, j'allais dire. Parce que M. Erdogan avait dit, lui, ou parfois ses ministres, ou son porte-parole, ces dernières semaines, que nous étions dirigés en Grèce ou en France par des gens corrompus et incompétents. Donc l'insulte, malheureusement, n'est pas la première. Bon. Je crois qu'il ne faut pas réagir, nous, par les mêmes invectives ou par les mêmes injures. Nous ne sommes pas comme ça, nous ne sommes pas comme lui. Mais il faut réfléchir à ce qui se passe derrière, à ce qu'il y a derrière. Bien sûr, il faut réagir avec la plus grande fermeté. D'abord, vous l'avez dit, c'est un geste très grave, et donc nous répondons par un geste très grave. Nous rappelons notre ambassadeur pour consultation, c'est rarissime. Et donc, nous marquons par là qu'il y a un pas qui a été franchi que nous pouvons tolérer. Mais surtout, ça valide, je crois, l'analyse du président de la République, qui a défendu depuis de longs mois que la Turquie menait une stratégie politique offensive, agressive, provocatrice, tous azimuts. Ce qu'on voit dans la Méditerranée orientale, ce qu'on voit contre l'Arménie au Karabakh, ce qu'on voit dans les Balkans, où il y a une influence en Bosnie notamment extrêmement dangereuse sur le plan sécuritaire, sur le plan migratoire, ce qu'on voit en Syrie ou en Libye, où en fait les Turcs s'arrangent pour avoir une pression sur nous, une pression migratoire notamment, bien sûr. Mais ce qu'on voit aussi dans nos sociétés, par des associations, par des réseaux sociaux, nous y reviendrons, il y a une influence turque délétère. Tout ça, c'est une stratégie. L'influence turque délétère, ça veut dire quoi précisément ? Ça veut dire qu'il y a une volonté de déstabilisation. M. Erdogan se présente en protecteur des musulmans de manière complètement instrumentalisée. Et vous savez, ce n'est pas un hasard si la Turquie n'a pas réagi. Vous parliez de l'attentat immonde de Conflans-Sainte-Honorine. Les Turcs n'ont pas réagi. Il n'y a pas eu de condamnation officielle de la Turquie. Et pourquoi, d'après vous ? Parce que je crois qu'il y a eu cette volonté d'instrumentaliser un événement dramatique pour dire, comme le font un certain nombre d'autres responsables, la France se bat contre les musulmans, pour confondre islam et islamisme. Vous savez, en Turquie, contre la Turquie, on a été très naïfs tout au long des 15 dernières années en Europe. Depuis 2005. Bien sûr, on a cru que l'AKP, comme M. Erdogan, c'était une forme d'islamisme politique modéré. L'islamisme politique à visage humain, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, il faut relever la tête, se battre. Ça veut dire des sanctions le cas échéant. Ça veut dire, comme on l'a déjà pris, comme nous en prendrons peut-être d'autres, ça veut dire, sur le plan militaire, en Méditerranée orientale, une présence que nous avons renforcée cet été. Nous devons réagir à chaque provocation, sans aucune naïveté, avec nos outils. Nous sommes une démocratie, nous sommes un État de droit. Nous ne réagirons pas par l'insulte et par la calomnie, mais nous réagirons par la fermeté la plus grande. Donc vous dites fermeté, nous réagirons par la fermeté la plus grande, vous dites que les sanctions peuvent aller au-delà. Au-delà du rappel de l'ambassadeur, ça peut être quoi ? On verra. Ça peut pas être la rupture des relations diplomatiques. Non, je crois que... non. Dans la diplomatie, ça consiste justement à discuter avec tout le monde. Mais dans un cadre, quand on est insulté, quand on est provoqué, on doit réagir. C'est un geste, encore une fois, très rare. Donc je crois qu'il faut en mesurer la solennité et la gravité. Mais nous continuerons sur toutes les provocations diverses et variées. C'est la question de l'islam en France, c'est la question de la provocation en Méditerranée orientale, c'est la question des réseaux sociaux, etc., etc. Et à quelles conditions l'ambassadeur de France pourra retourner à Ankara ? Ça, c'est ce que nous définirons, ce que Jean-Yves Le Drian définira avec le président de la République. Mais il faudra évidemment un certain nombre de signaux d'apaisement de la part de la Turquie. C'est à la Turquie de dire si elle veut une relation avec l'Europe qui est une relation de dialogue ou si elle veut continuer dans une stratégie de provocation et d'agressivité permanente. Et les signaux d'apaisement de la part de la Turquie, ça serait quoi ? On verra. Alors nous sommes en guerre contre le terrorisme et l'islamisme, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Est-ce qu'Erdogan n'est pas un pilier, un soutien du terrorisme islamiste ? Je dirais pas ça comme ça, mais il y a une stratégie d'instrumentalisation. Il y a une stratégie d'instrumentalisation, on l'a dit, absolument. Ça veut dire entretenir cette ambiguïté qui est destructrice et dans laquelle on ne doit surtout pas tomber, en confondant la lutte contre l'islamisme que nous menons sans relâche, on y reviendra, et la lutte présupposée
qu'il essaye de mettre en avant et qui n'existe pas contre l'islam et contre les musulmans. Si M. Erdogan était protecteur des musulmans, il ne se comporterait pas de la même façon dans son pays, contre la liberté d'expression, etc. Donc ne tomberons pas dans ce piège. Alors vous avez parlé de l'Arménie justement à l'instant. Là, Erdogan, qui au passage est l'allié de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie dans le conflit du Haut-Karabakh, est-ce que cela ne vous rappelle pas ce qui s'est passé il y a 105 ans, c'est-à-dire le génocide arménien perpétré par le régime des jeunes Turcs? Alors, je crois qu'on doit à l'histoire et aux victimes la justice en évitant les amalgames ou les approximations. Heureusement, nous ne sommes pas dans une situation génocidaire comme on l'a connu en 1915. Qu'il y ait l'utilisation d'un nationalisme, c'est clair. Heureusement, nous ne sommes pas dans la situation, nous n'allons pas vers la situation dramatique. Je crois que ce serait une insulte de comparer les choses, une insulte à l'histoire, une insulte aux victimes. La France, vous le savez, a reconnu un génocide. Ça nous a valu des relations difficiles. Ce que n'a pas reconnu la Turquie. Hein. Bien sûr, et c'est une relation difficile que nous assumons sur ce point avec la Turquie, parce qu'il faut nommer les choses. Il faut rendre hommage aux victimes. Et ensuite, il faut agir dans la situation présente, sans confondre les choses, sans confondre les épisodes historiques. C'est ce que nous faisons pour essayer de trouver une solution d'apaisement, de cessation des hostilités. La France est coprésidente de ce qu'on appelle le groupe de Minsk, avec les États-Unis et la Russie. Nous avons trouvé une trêve. Maintenant, il faut que les discussions reprennent entre les deux parties et que, effectivement, certaines puissances comme la Turquie ne jettent pas d'huile sur le feu. Et c'est le cas aujourd'hui. Bien sûr. C'est le cas aujourd'hui. Alors, il y a la Turquie, il y a aussi les appels au boycott des produits français qui se sont multipliés hier, samedi, dans un certain nombre de pays arabes. Donc, après qu'Emmanuel Macron a promis de ne pas renoncer aux caricatures de Mahomet. On peut citer, outre la Turquie, le Qatar, le Koweït, la Jordanie, puis des photos du président français Macron. Emmanuel Macron ont même été brûlés à Gaza. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces appels au boycott? Ça ne doit que conforter notre détermination à continuer. Nous ne renoncerons pas, nous continuerons. Je reprends les mots du président de la République. À accepter mais bien sûr, que les caricatures soient publiées. Bien sûr, et le président de la République l'a dit d'ailleurs mercredi soir. Nous ne reculerons pas, là où parfois certains ont la tentation de reculer, parce qu'il faut rendre hommage aussi aux journalistes, aux caricaturistes, à tous ceux qui ont encore aujourd'hui au quotidien le courage de publier ou de republier, parce qu'à chaque fois ils prennent un risque pour eux-mêmes. Mais on ne doit pas céder à cette intimidation, on ne doit pas céder à ce type de pression lamentable. Et alors, donc on continuera. Ce type de pression donc, de la part de pays qui sont a priori, on ne parle pas de la Turquie, mais des pays amis de la France, donc le Koweït, le Qatar, la Jordanie même. Mais comment vous réagissez à ça? Bien sûr, mais je crois qu'on doit continuer à avoir un certain nombre de relations, mais on doit regarder très précisément ce qui se passe. Est-ce qu'il peut y avoir des mesures de rétorsion, par exemple? Je ne rentre pas là-dedans maintenant, mais est-ce que ce sont des autorités, est-ce que c'est un soutien gouvernemental organisé? Est-ce que ce sont des appels ciblés, associatifs, etc. En tout cas, ce qui est clair, à court terme, la seule chose qu'on peut dire et qu'on peut faire, c'est de ne pas céder et de continuer. De continuer encore et toujours, parce que c'est notre modèle, c'est un combat culturel. Si on commence à dire que finalement, il peut y avoir un accommodement, que finalement, on doit faire un peu attention, que finalement, on ne doit pas publier ou republier, qu'il faut respecter telle ou telle chose, c'est le pire du non-respect de céder là-dessus. On respecte évidemment une religion, des musulmans, toutes les religions, toutes les croyances, en acceptant ce principe de liberté d'expression. C'est comme ça qu'on le protège. Et vous dites c'est comme ça qu'on le protège, et ça nous conduit à parler d'un fait d'actualité. Le caricaturiste belge Geluc a indiqué dans une... c'est même a même pris position contre la publication des caricatures sur un site belgo-marocain. Si j'ai bien vu cette vidéo à laquelle vous faites référence, il dit que lui, en tout cas, souhaite, je cite, je crois, faire attention et ne pas publier ce type de caricature contre l'islam. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Ça m'inspire que c'est exactement ça le problème. C'est ces petits accommodements, ces petits renoncements, cette complaisance, qu'il est, attention, à titre personnel, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'obligation de publier telle ou telle chose, heureusement. C'est aussi ça la liberté d'expression. Mais là, il parle en personnage public. Mais exactement, dire que les autres, si ça consiste à dire que il faut qu'on soit plus mesuré, qu'on fasse attention justement, qu'il y a des choses qui ne se publient pas, qui ne se republient pas. Là, je crois qu'on fait fausse route et qu'on recule. Et chaque pas qu'on fait en arrière, c'est du terrain gagné pour l'islamisme et pour tout projet d'intimidation contre l'émancipation, contre les Lumières. Et donc, d'ailleurs, on l'a dit tout au long de cette semaine, Marlène Schiappa l'a dit, d'autres l'ont dit, je m'y joins complètement. C'est un combat évidemment de l'État, sur le renseignement, sur la lutte contre le terrorisme, sur la fermeture d'un certain nombre de lieux de radicalisation, comme nous le faisons, comme nous continuerons à le faire, d'expulsion d'un certain nombre d'étrangers radicaux, etc. Mais c'est un combat de chacun, des entreprises, des citoyens, des associations. Chacun, on doit être... C'est très difficile. On doit refuser la lâcheté, refuser la complaisance, refuser l'accommodement du quotidien. Parce que c'est comme ça que s'installe
pour ça que je parlais de combat culturel, ces petits reculs qui, à la fin, font les grands drames et les tragédies comme on les a connus. C'était quelque part ce qui séparait les résistants des collabos pendant la guerre. Oui, je ne veux pas tout amalgamer, mais bien sûr qu'il y a un esprit de résistance qui dépasse un tel ou tel épisode historique. Quand, vous savez, dans les démocraties, le risque des démocraties, c'est la faiblesse. Notre grande force, contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est notre droit, c'est le fait que nous sommes un État de droit, c'est notre liberté. Mais on doit la défendre. On l'a vu malheureusement dans les années 30, il fait référence à la guerre, avant la guerre. Ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas vu les dangers, nous n'avons pas voulu voir, nous avons pensé qu'on pouvait négocier, qu'on pouvait s'accommoder. Ça a un nom dans l'histoire, c'est l'esprit de Munich. Bon, jamais. Et vous le sentez aujourd'hui, l'esprit de Munich, quelque part? Oui, c'est un risque permanent dans une démocratie. Oui. Moi, je ne compare pas trait pour trait les épisodes historiques parce que ça n'a pas de sens. Mais en revanche, il y a des enseignements qui sont la défense ferme, entière, sans aucune lâcheté, de la démocratie. Parce que c'est un bien extrêmement précieux, très puissant, mais très fragile. Et donc, quand on pense que, finalement, le séparatisme, on s'en accommode, un communautarisme agressif, on s'en accommode, que des provocations étrangères, on s'en accommode, qu'on ne publie plus, qu'on ne dit plus, eh bien là, je crois qu'on prépare effectivement des épisodes comme cela. Et c'est ça, l'esprit de Munich? Oui, c'est cela, l'esprit de Munich. C'est ça, l'esprit de Munich. Et vous le ressentez quelque part? Mais c'est chez un un risque. certain nombre de personnalités politiques, l'esprit de Munich en France, par exemple? Vous pensez à quoi? Je sais pas, on parle beaucoup d'islamo-gauchisme. Ah. L'islamo-gauchisme, c'est quelque part l'esprit de Munich? Alors, moi, c'est pas mon vocabulaire, mais il y a une complaisance coupable. Ouais. De qui? Parce que quand on parle d'esprit de Munich, islamo-gauchiste, certains de vos dirigeants de la majorité, de ministres, citent la France insoumise. Oui, bien sûr, il y a toute une frange, malheureusement, de l'extrême gauche, qui a basculé dans cette complaisance. Et vous parlez à travers ça de leur esprit de Munich? Oui, alors encore une fois, je veux dire qu'il y a une complaisance coupable, c'est comme ça que je le dis, pour être très clair. Complaisance coupable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tolère justement... Et vous dites complaisance coupable, vous citez la France insoumise? Oui, notamment la France insoumise, ça peut être des paroles publiques, d'universitaires, d'autres. Vous savez, il ne faut pas chercher à excuser ou à expliquer l'inexplicable ou l'inexcusable. Lionel Jospin avait une très bonne phrase. Il disait, il ne faut pas confondre la sociologie et le droit. Évidemment qu'il faut comprendre le terreau d'un séparatisme, le terreau d'un refuge, parfois, dans un terrorisme immonde et inacceptable qu'on doit combattre pied à pied. Mais comprendre n'est pas excuser. Absolument, on doit l'analyser, mais il ne faut pas confondre décrypter des mécanismes et commencer à être complaisant ou tolérant. Le jour où vous commencez à l'être, à ce moment-là, vous justifiez absolument tout, et y compris les actes les plus graves et criminels, comme on les a vus récemment. Alors, vous étiez vendredi, Clément Beaune, à Bruxelles avec le Premier ministre Jean Castex. Vous avez rencontré Thierry Breton, le commissaire européen, et également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et vous avez abordé notamment le problème des réseaux sociaux. Va-t-il y avoir une initiative européenne visant les réseaux sociaux? La réponse est oui. Et alors, quelle initiative précise? Et qu'est-ce que vous demandez à la Commission européenne et aux autres pays européens? Pour être très précis... Puisqu'on précise quand même que la France est en pointe sur ce Bien sûr, la France est en pointe sur ce sujet. Sur le plan législatif, nous allons reprendre des initiatives, et dans la défense de ces initiatives européennes. 2 points très précis, parce qu'il faut être concret sur ce sujet, pas dénoncer des principes. Il y a un texte européen que la France a demandé, quasiment rédigé, qui est sur la table européenne depuis plusieurs mois, presque 2 ans maintenant, qui est un très bon texte, qui vise exactement les contenus terroristes en ligne, pour éviter que l'on publie, que l'on republie, rediffuse des images macabres qui sont aussi à la source de la radicalisation. Pour que dans un délai d'1 heure, c'est ça que nous demandons, dans un délai d'1 heure, les contenus terroristes soient retirés dès qu'ils sont identifiés. Que chaque État, chaque autorité publique puisse demander directement, sans passer par de longues procédures, à une plateforme, Google, Facebook et autres, de retirer un contenu quand il est identifié comme terroriste. Et puis qu'il y ait des mesures pour éviter les republications. Je prends un exemple. L'attentat de Christchurch, vous vous souvenez. Il y a eu 1,5 million de copies de la vidéo du criminel. Donc on voit bien que, c'était un autre contexte, mais que ces actes terroristes s'amplifient et donnent lieu à de la radicalisation par les réseaux sociaux. Et de manière exponentielle. De manière exponentielle. Et si vous n'avez pas la capacité à retirer, eh bien, évidemment, vous laissez prise à cette radicalisation, à ces rediffusions. Donc on a un texte européen qui a ces 3 principes inscrits dedans.
Maintenant, il faut l'adopter. Ça peut être fait en quelques semaines. On a une discussion avec le Parlement européen. Nous appelons solennellement les députés européens. Je m'entretiendrai avec beaucoup d'entre eux dans les jours qui viennent à nouveau pour essayer de faire avancer cette initiative très précise sur les contenus terroristes. Donc ça existe. Il faut maintenant le débloquer. Alors là, il y a la question de la responsabilité des plateformes et des réseaux sociaux. Et des hébergeurs. Absolument, c'est très important. Je vais l'expliquer d'un mot parce que ça paraît technique, c'est très important. Il y a un droit européen aujourd'hui qui date de l'an 2000. C'était un autre univers, évidemment, sur le développement du numérique, qui exonérait de responsabilité, exonère encore aujourd'hui de responsabilité, ce qu'on appelle des hébergeurs. Comme si une grande plateforme aujourd'hui, un grand moteur de recherche, ne faisait qu'héberger des contenus. Donc, évidemment, il les classe. On parle, pour préciser ça à nos éditeurs, on parle par exemple de Twitter, de Facebook, oui, ou de Google Instagram, ou d'autres, bien sûr. Google et ainsi de suite. Exactement. Pour être très concret, c'est ça dans la vie. C'est les GAFA, quoi. Voilà, exactement. Comme si il ne faisait que mettre à disposition des contenus sans aucune responsabilité. Il faut qu'ils aient une responsabilité et que quand un contenu est posté ou reposté, qu'il est diffusé, qu'il est en évidence, il soit retiré et qu'il ne soit pas republié. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas cette règle de responsabilité, vous n'aurez pas d'efficacité juridique et concrète. On demande à l'Union européenne de faire cela. C'est ce qu'a évoqué le Premier ministre, ce que j'ai évoqué avec Thierry Breton. La Commission européenne, je crois, va proposer cela dès le début du mois de décembre, donc c'est rapide. Et au niveau national, nous anticiperons certainement ces mesures parce que malheureusement, le temps européen est parfois trop long. Et le temps qu'on adopte un texte législatif, même quand il est bon, on le voit, ça met parfois des mois. Et donc, nous ne pouvons pas attendre des mois. Et donc, nous anticiperons certainement au niveau national, c'est à la décision du président de la République et du Premier ministre, un certain nombre de ces mesures, notamment sur la responsabilité. Donc, ça veut dire, il faudra le compléter par le cadre européen de toute façon. Ça veut dire que les hébergeurs seront considérés comme, entre guillemets, des directeurs de publication, les directeurs de publication de la presse écrite. Effectivement, quand vous êtes, vous le savez, à la radio et à la télévision, dans la presse écrite, on a des noms, on a des responsables légaux, on est responsable de ce qui est diffusé, et donc ça doit être pareil dans le monde en ligne. Le principe est très simple. Aujourd'hui, les gens s'informent beaucoup en ligne, parfois trop. Ça doit être les mêmes règles de responsabilité que dans le monde de la presse écrite ou de l'audiovisuel. Il n'y a aucune raison que ça soit différent. Donc ça veut dire derrière, si les règles ne sont pas respectées par les GAFA, des sanctions qui pourraient aller jusqu'à l'amende. Alors c'est ce qu'on est en train de définir. Je crois qu'il faut être très ferme. Et là aussi, avoir des sanctions avec des montants élevés, des amendes. C'est encore en cours de définition. Montant élevé, ça veut dire un pourcentage du chiffre d'affaires. Un pourcentage du chiffre d'affaires. Jusqu'à quel pourcentage? On ne sait pas. D'accord, je peux pas vous dire. On a cité le chiffre de 3 à 4%. C'est possible? Oui, parce que c'est ce qui est aujourd'hui le cas en matière de droit de la concurrence. Ça peut être ce genre de procédé. 3-4%, oui, mais je ne veux pas vous dire le chiffre aujourd'hui. Mais ça peut. Ça peut être, c'est exactement ce genre de choses, en tout cas. Des sanctions pécuniaires, il faut frapper au portefeuille, il faut faire mal. Il n'y a que ça qui marche dans un modèle économique, malheureusement. Si vous ne sanctionnez pas financièrement, voilà. Et ça peut être jusqu'à l'interdiction d'exercer l'activité, voire... Définitive Oui, temporaire. Il faut une gradation. Si une fois vous oubliez un contenu et que vous avez fait des efforts pour le faire, bon, il faut une amende. Si c'est systématique, vous n'avez aucun outil et que tout est republié sur la plateforme, il faut aller jusqu'à l'interdiction, jusqu'au démantèlement. C'est ce qu'a évoqué d'ailleurs Thierry Breton lui-même. Je crois qu'il est tout à fait en ligne avec cet agenda. Et donc ça veut dire que ce qui pourra se faire au niveau européen, mais qui peut prendre un peu de temps, je ne sais pas de quel délai. Oui, ça peut être quelques mois, mais on ne peut pas se permettre d'attendre tout ça. Donc si les choses sont trop lentes, nous anticiperons, nous accélérerons. Voilà, en France, et ça veut dire qu'en France, ça pourrait être mis en place quand? Écoutez, le président de la République, le Premier ministre l'ont dit, dans le projet de loi qui sera présenté début décembre, exactement, il pourra y avoir, on réfléchit exactement à ces mesures, parce que le but, c'est pas d'être dans l'incantation, c'est dans l'action, dans l'efficacité. Ouais, exactement. Donc, il ne faut pas dire simplement les réseaux sociaux parce que c'est à la mode. Il faut avoir des mesures précises, responsabilité, sanctions, etc. C'est ce à quoi nous travaillons, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti notamment, pour que dans les prochaines semaines, on ait cet arsenal qui fasse mal et qui soit efficace. Dans ce contexte, il y a un fait d'actualité qui a fait réagir hier. Le terme collabo a été tagué devant le siège du Parti communiste à Paris. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire? Et deuxièmement, on parlait de Jean-Luc Mélenchon et de LFI tout à l'heure, il y a vu le résultat, a-t-il tweeté, des appels du lynchage de la gauche par le RN et La République En Marche. On voit bien qu'il y a une grande confusion dans tous les sens, malheureusement. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec un quelconque... On utilise des mots qui n'ont plus aucun sens, d'appel au lynchage, etc. Qui a appelé à La République En Marche au lynchage de Jean-Luc Mélenchon de la gauche? En revanche... Non, mais là, il parle du Parti communiste. Oui, non, mais j'y viens. Voilà. Mais c'est les mots qu'il a utilisés en réaction. Qu'il condamne le tag, j'en suis ravi, je le condamne aussi avec la plus grande fermeté. Quiconque a de la mémoire politique, Jean-Luc Mélenchon le sait d'ailleurs. Tant mieux s'il s'en souvient. Parce que de temps en temps, c'est la grande confusion là aussi. Le Parti communiste a été, évidemment, un parti de la résistance,
à l'époque. Donc quand on dit collabo, ça les mots ont un sens. On ne doit pas employer les réseaux sociaux, d'ailleurs, ou la mise en scène sur les réseaux sociaux, malheureusement, conduit à cela. On ne doit pas employer des mots qui n'ont aucun sens. On a dit souvent que le Parti communiste était, après la guerre, le parti des 75 000 fusillés. Sans doute les chiffres n'étaient pas exacts, mais ça montre bien qu'il y a eu une implication, il faut le dire, du Parti communiste, de ces hommes et ces femmes qui y croyaient, dans la résistance. Donc moi, je n'oublie pas cette histoire-là. Je n'oublie pas non plus, d'ailleurs... C'est l'histoire de France, hein. Bien sûr. Ça n'empêche pas les désaccords sur autre chose et de compromissions d'une autre nature, avec le stalinisme et autres. Mais il ne faut pas oublier ça, bien sûr. Et dans la résistance, on ne devait pas faire de différence à ce moment-là. Et puis, je n'oublie pas non plus qu'il y a une longue tradition républicaine dans le Parti communiste français. D'ailleurs, dont l'extrême gauche complice ou complaisante devrait parfois se souvenir. Il y a une vraie culture républicaine au Parti communiste français. Et c'est pas le cas quand vous parlez de l'extrême gauche, c'est pas le cas de la France insoumise. Je crois pas d'un certain nombre d'associations, des indigénistes, de certaines franges de la France insoumise, etc., qui, je crois, n'ont pas cette colonne vertébrale républicaine qu'ont eu souvent les communistes français. Donc moi, évidemment, je condamne ce tag. Évidemment, je me réjouis que tous ceux qui sont responsables politiques condamnent ce tag. Beaucoup de responsables politiques de la majorité l'ont fait aussi. Et donc, n'entretenons pas ces confusions, parce qu'on est dans une période où il y a de la confusion doctrinale, conceptuelle, on utilise les mots les plus durs possibles pour dire n'importe quoi. On doit mettre aussi, c'est d'ailleurs ça l'esprit démocratique, c'est pas la faiblesse, de l'ordre, Alain Juppé le rappelait encore ces derniers temps, des mots, des concepts, le président l'a dit, de la clarté et de la détermination. Et Alain Juppé, qui était ce matin l'invité des Enfants de la République sur Radio J, disait « il ne faut pas chicaner la politique ». Absolument, je crois que ça participe aussi de cet esprit de concorde. La concorde, c'est pas la naïveté, ou c'est pas le monde des bisounours, où tout le monde dit que le voisin est son ami et qu'on n'a pas de discussion, qu'on n'a pas de clivage, bien sûr. Mais dans ces moments-là, il faut aussi respecter des temps. Le week-end dernier, je crois qu'il y avait un temps de deuil, d'unité, qu'on a prolongé avec cet hommage très beau et très solennel du président de la République mercredi. Il n'y a pas eu malheureusement l'unité nationale suffisante. Et puis il y a un temps de l'action qui a commencé aussi dès le début de la semaine. Gérald Darmanin a présenté des chiffres très fermes et qui prolongent une action qu'on mène depuis 3 ans d'ailleurs, de fermeture de lieux de radicalisation, d'expulsion, etc. On continuera. Et puis... L'expulsion, alors justement, ça rejoint ce qui a été annoncé hier, donc l'expulsion par le gouvernement, annoncé par Gérald Darmanin, de 5 membres de la famille de la jeune fille bosniaque tondue parce qu'elle, c'était avant l'été, tondue parce qu'elle fréquentait un Serbe non musulman. Donc c'est de ça dont vous nous parlez. Oui, pas que, il y a aussi un certain nombre, les 230 expulsions qu'avait annoncé Gérald Darmanin par ailleurs. Mais c'est le même principe. Toute atteinte aux valeurs de la République pour les gens qui sont étrangers en France doit être sanctionnée et doit mener à l'expulsion. Alors, est-ce que ça très clair. Est-ce que ça donne pas raison quelque part à Marine Le Pen qui fait le lien entre immigration et terrorisme ? Non, alors là, je crois qu'il faut être très clair, parce que Marine Le Pen, elle vide tout cela. Et justement, c'est son fonds de commerce ? C'est son fonds de commerce, d'évidence. D'ailleurs, elle compte sur notre faiblesse, en pensant en faire un peu plus son fonds de commerce politique. Je rappelle le Rassemblement national, vous parliez de la haine en ligne. Au niveau européen, le texte dont je vous parlais précisément, qui est bloqué aujourd'hui, le Front national, les députés du Rassemblement national ont voté contre, parce qu'ils ont dit que c'était liberticide. Donc vous voyez bien l'incohérence de cette politique. Et puis surtout, pour ça que je parlais de clarté, la fermeté, ça n'est pas la confusion mentale, ça n'est pas la confusion des concepts. L'immigration, l'islam, l'islamisme, ce n'est évidemment pas pareil. Et entretenir cette confusion, ça n'est non seulement pas rendre service à qui que ce soit, mais c'est en plus brouiller les pistes et perdre du temps dans l'inaction, parce que c'est de l'incantation qui incite là aussi à la haine. Donc on doit être très républicain, très ferme. La République, vous savez, c'est nommer les choses, c'est distinguer les choses. C'est savoir que la liberté se défend, que on doit être éclairé, c'est précisément éviter tout amalgame. Et donc moi, je ne mets pas de signe égal, évidemment, entre immigration, terrorisme ou quoi que ce soit. C'est non seulement faux, c'est mensonger, c'est agressif, mais en plus, ça ne résout rien. Et c'est dangereux. Et c'est évidemment très dangereux, c'est inflammable. On est dans une période où la grande fermeté doit aller avec un esprit républicain de grande clarté aussi. Alors, dans ce contexte, certains considèrent que l'actualité donne raison au projet d'échéance de la nationalité proposé en 2015 par François Hollande avant d'être abandonné. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez ce qu'était devenu ce projet. On sait, qu'il a très peu d'impact, qu'il pose des questions juridiques constitutionnelles extrêmement lourdes. Et donc, moi, je pense là aussi, c'est comme ceux qui nous disent révisons la Constitution, remettons laïcité ici ou là. Aujourd'hui, on dit qu'il faut être efficace. Donc, ne rentrons pas dans des faux débats dont on a vu l'impasse. Ne rentrons pas dans des débats sur la révision de la Constitution, comme si on avait besoin de réviser notre Constitution, qui est notre bloc, pour être efficace. Nous n'en avons pas besoin. Et la laïcité, je rappelle pour ceux qui par ailleurs en doutaient, est d'ailleurs dans notre Constitution.
Alors justement, puisque vous dites qu'il faut éviter de se lancer dans des faux débats quelque part, est-ce que vous approuvez Gérald Darmanin quand il se dit choqué par les rayons halal et kasher dans les présents des grandes surfaces, expliquant que c'est de cette façon que commence le communautarisme? Non, mais là aussi, il faut de la clarté. Il s'agit évidemment pas d'empêcher d'avoir un rayon kasher ou halal dans un supermarché ou des magasins d'alimentation qui sont kasher ou halal, ou comme j'entendais certains qui évidemment cherchaient à créer une polémique, disaient les rayons de cuisine italienne, indienne. Bon, évidemment pas. On va pas faire ça. Non, mais quand vous avez entendu Gérald Darmanin prononcer ces paroles, qu'est-ce que vous avez dit? Je pense qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut. Non, mais je pense pas que c'est pour ça qu'il faut rétablir de la clarté. En revanche, là où je rejoins le ministre de l'Intérieur, c'est quand il dit qu'il y a des entreprises, puisqu'il parle du capitalisme, qui trouvent que finalement on peut là aussi s'accommoder, voire faire un peu d'argent, beaucoup d'argent, avec des pratiques, on l'avait vu au moment du hijab sportif. Voilà, il y a des pratiques. Donc là, c'est commerciales. Hijab sportif vendu par Decathlon. Oui, il y a des pratiques commerciales. C'est ça dont vous nous parlez. Oui, exactement. Il y a des pratiques commerciales qui s'accommodent là aussi de beaucoup de recul ou qui ne s'embarrassent pas de beaucoup de principes. Si c'est ça qui est dénoncé, là je rejoins. Si c'est pour dire que on va critiquer, remettre en cause des rayons kasher ou halal, là je ne crois pas et je ne suis pas sur cette ligne. Vous n'êtes pas sur cette ligne. Il y a très très peu, et il n'y en a même pas du tout de ministres qui sont sur cette ligne. Non, mais je crois qu'il ne faut pas faire de mauvais procès. Je crois que Gérald Darmanin n'a pas dit cela. D'accord. Il a mis en cause des pratiques cyniques, marketing, qui, elles, effectivement, vont parfois trop loin. Et là, j'en ai pris un exemple. Il y a d'autres exemples, des chaînes de fast-food qui, à un moment, ne voulaient plus servir que du halal partout. Vous savez, la laïcité, d'ailleurs, puisqu'on en revient à ce concept de fond, c'est le libre choix dans l'espace privé, et c'est ne pas imposer à qui que ce soit dans l'espace public ces lois, ne pas se démarquer des lois de la République. Et donc, tout communautarisme qui mène à imposer une pratique à l'autre est à condamner. Quand on exerce librement une religion, une pratique alimentaire qui est liée à la religion, à ses convictions, là, je crois que chacun, et c'est aussi cela la laïcité, est libre de le faire. Alors, dans l'actualité, donc il y a le terrorisme, le séparatisme, enfin tout ce qui découle donc de ce qui s'est passé il y a 10 jours à Conflans, et il y a aussi, c'est dans votre domaine de compétences, la gestion de la crise sanitaire, notamment au niveau européen. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, notamment dans l'opposition, dans les oppositions en France, que la France est la mauvaise élève au niveau de l'Europe? Des transpositions? Non, au niveau de la crise sanitaire. Non, écoutez, c'est pas vrai. On a vu que c'était une épidémie qui touche toute l'Europe aujourd'hui. Il y a une reprise partout en Europe. Je voyais, malheureusement d'ailleurs, même les chiffres en Allemagne aujourd'hui, on a dépassé les 20 000. La chancelière avait défini un seuil d'alerte à 19 000. Donc 20 000 cas par jour. 20 000 cas par jour, un taux d'incidence de 20 000 cas par jour. On est à peu près 40 000. Oui, dans ces derniers jours, j'espère qu'on va pouvoir maîtriser et faire baisser le plus rapidement possible ces chiffres. Mais c'est une situation dramatique. Il y a des pays qui sont d'ailleurs plus touchés que nous, des régions, les Pays-Bas, la République tchèque, la Belgique. La République tchèque, on précise une chose, qui était très peu touchée en première vague. Absolument. L'été, Donc je crois qu'il faut se réjouir. On se posait à l'époque la question de savoir pourquoi certains pays comme la République tchèque et il faut assumer d'ailleurs une part d'inconnu, une part de mystère malheureusement ou d'incertitude dans cette gestion épidémique. Mais je crois que dire qu'on serait mauvais élève, qu'il y a d'autres pays qui s'en sortent mieux, etc. Vous regardez les choses, il y a des pays qui s'en sortent malheureusement moins bien et c'est pas de leur faute, c'est comme ça. L'Italie qui au début de la première vague était très touchée, ça n'était pas de sa faute. Ce qu'on doit faire, c'est gérer au mieux la situation, bien sûr. Ça veut dire quoi, gérer au mieux la situation? Ça veut dire prendre les mesures qu'on a prises. Je vous rappelle, puisque il y a certains épidémiologistes qui disent que la stratégie en matière de tests de la France n'est pas la bonne. Ouais, moi, je vais vous dire, je suis un peu épuisé par les commentaires de scientifiques qui sont souvent plus sur les plateaux de télévision qu'aux côtés de leurs propres soignants et qui font des commentaires à peu près sur tout et qui ajoutent à la confusion. On a besoin là aussi de clarté et de décence. Alors, clarté, pardon, soyons très clairs sur les mesures, c'est ça le fond de l'affaire. Quand le président de la République, mercredi dernier, il y a 8 jours, annonce des mesures de couvre-feu, que nous étendons les mesures de couvre-feu, certains ont pu dire c'est trop, pourquoi vous allez plus loin que certains pays européens? Certains l'avaient déjà fait et d'autres l'ont fait, d'autres vont encore plus loin d'ailleurs parce que leur situation est parfois plus difficile. L'Irlande a rétabli un confinement. Pays de Galles, reconfinement. Pays de Galles également. Les Pays-Bas ont fermé totalement les restaurants et les bars. La Belgique a instauré un couvre-feu. Donc on voit bien qu'il y a au niveau européen une situation grave partout, des mesures qui sont très proches, analogues, d'un pays à l'autre. D'ailleurs, je vais y revenir, si vous me permettez, de mieux en mieux coordonner, heureusement, même si c'est encore imparfait. Et donc, là aussi, tout ça pour dire qu'on prend des mesures en les expliquant, en les adaptant, en les territorialisant, parce qu'il faut être plus dur là où la situation est plus difficile. On ne va pas imposer des contraintes qui ne sont pas
utile, donc il faut que ce soit proportionné, défini dans le temps. Le président de la République a voulu donner de la visibilité, pas agir au jour le jour, 6 semaines, et puis nous adapterons. Alors, je crois que c'est comme ça. Malheureusement, il faut assumer, dans la transparence, une part d'incertitude dans la gestion de ce virus. Alors, le président de la République a dit qu'il pourrait y avoir des mesures plus dures. C'est Cédrico qui disait peut-être un reconfinement. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? C'est pas la boule de cristal. Mais reconfinement, c'est totalement exclu ou ça peut être envisageable ? Écoutez, le Premier ministre l'a dit, le président de la République l'a dit, chacun dans leurs termes. Rien ne doit être exclu a priori. Pas même un reconfinement. C'est ce qu'on veut éviter absolument. C'est ce qu'on veut éviter absolument. Il faut expliquer pourquoi on prend les mesures aujourd'hui. Parce que justement, nous voulons préserver autant que nous pourrons les fêtes de fin d'année, éviter le reconfinement, qui est un problème économique, mais qui est un problème social au sens le plus large. Donc on veut l'éviter. Voilà. Est-ce qu'on est sûr de pouvoir éviter telle ou telle mesure ? Je ne crois pas. Et donc là aussi, on précise les choses. On fait tout pour l'éviter. On veut l'éviter, mais on n'est pas sûr de pouvoir l'éviter. On n'est pas sûr de la façon dont va se développer cette pandémie. Il faut être honnête. Voilà, c'est vrai sur les vaccins, c'est vrai sur le développement de cette épidémie. Et je crois que faire commerce d'une forme de certitude confortable, mais qui malheureusement n'est pas vrai, là non plus, ça n'est pas rendre service aux Français, à la société. Certitude confortable, notamment au niveau international, sur le vaccin. Nous avons un vaccin qui arrive, il est prêt. C'est Donald Trump qui a dit ça jeudi, quand dans le cadre du débat qu'il opposait à son concurrent démocrate, Biden. Et il a précisé, Trump, que ce sera annoncé dans les semaines qui viennent. C'est la réalité ou c'est un mensonge de la part du président américain qui dit, en gros, le vaccin, c'est pour dans quelques semaines. Faire pour avoir le vaccin le plus vite possible, c'est une obligation et c'est ce que nous faisons. Nous, pas seulement les Américains d'ailleurs, et l'Europe, l'Union européenne le fait puisque nous signons des contrats au niveau européen pour garantir d'avoir des centaines de millions de doses disponibles dès le départ pour protéger tous les Européens. Mais là, Trump... En revanche, promettre quelque chose à telle ou telle échéance, là je crois qu'effectivement, ça n'est pas sérieux parce que là aussi, on est dans un contexte difficile. On a évoqué tous les sujets, je ne les mélange pas, mais ils s'additionnent pour les Français. Une crise sanitaire, une crise économique, une difficulté sécuritaire majeure. Donner des perspectives, c'est ce que fait le président de la République, c'est ce qu'on doit faire. Expliquer ce qui se passe, c'est notre devoir aussi, être transparent. En revanche, dire à telle échéance, nous aurons telle solution, ce sera fini, etc., je crois que c'est malhonnête, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc le président américain est malhonnête ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, ne me faites pas dire, monsieur Aziza, ce que je n'ai pas dit. Mais c'est malhonnête. Nous ne ferons pas de promesses malhonnêtes pour notre part, parce que je crois qu'on doit dire qu'on se bat pour le vaccin, on doit dire que c'est possible de l'avoir rapidement, mais on ne peut pas dire c'est pour tel jour à telle heure sur votre palier. Ça n'existe pas. On parlait d'Erdogan au début de l'émission. Qui est le plus dangereux pour la paix du monde et pour le monde ? C'est Erdogan ou c'est Monsieur Elisa, je ne fais pas de championnat. Par ailleurs, je ne mets pas sur le même plan. Au-delà des personnes, des projets politiques qui n'ont rien à voir. Pour la Turquie, je l'ai dit, on a ouvert les yeux. La France a aidé l'Europe à ouvrir les yeux. Il y a un projet politique grave, déstabilisateur, provocateur vis-à-vis de l'Europe. Et qui n'est pas une petite crise du moment, si je puis dire. Ça va au-delà d'un mot, d'une injure, qui est révélateur de cette tension que M. Erdogan entretient, organise, développe. Et Trump ? Et M. Trump, c'est très différent. Moi, je respecte le président des États-Unis. Il y a en plus une campagne électorale dont ne comptez pas sur moi pour m'ingérer, en tant que responsable politique français, dans un choix démocratique, libre, ouvert, chez notre premier partenaire pour l'Europe, qui sont les États-Unis. Et le projet politique américain n'a aucun rapport. C'est une grande démocratie, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout. On a des différends. Il y a des choses sur ce qu'on appelle les fake news, etc., qui nous préoccupent, mais ça n'a rien à voir. Et est-ce que vous souhaitez qu'il remporte l'élection, Trump ? Non, moi je fais pas. Non, vous ne souhaitez pas ? Non, je ne fais pas de choix. Vous faites pas de choix. Le nom est sur le choix, pas sur la personne. Pas sur la personne. Et c'est aux électeurs américains. Il y a une règle d'or, et je crois qu'elle est saine. C'est pas de l'hypocrisie, c'est respectueux. Quand une démocratie vote, on la laisse choisir. Et c'est valable pour tous les pays. Bien sûr. Alors, puisqu'on parle de la crise sanitaire, et dans la mesure où cette crise a débuté en Chine, avant de proliférer dans le monde entier, en mettant à terre pratiquement, et même pas pratiquement, en mettant à terre l'économie mondiale, est-ce que la Chine n'a pas des comptes à rendre au reste du monde ? Bien sûr, il faudra une transparence. Non, mais des comptes à rendre au niveau financier et budgétaire. Attendez, d'abord, il faut savoir exactement ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, comme ça, sur une base polémique, il faut payer ça ici ou ça. Le virus est parti de Chine, nous le savons. Il y a un certain nombre de questions qui restent en suspens. Nous avons poussé, nous la France et nous l'Union européenne, pour qu'il y ait une transparence, une mission qui soit en Chine pour savoir ce qui s'est passé, quelles mesures ont été prises à quel moment, suffisantes, pas suffisantes, etc. Et cette transparence, nous ne l'avons pas encore.
Voilà, donc on ne sait même pas quand a commencé exactement, la donc il y a prolifération encore du virus beaucoup en Chine. d'incertitudes, il faut les lever, et puis après nous en tirons des conséquences. Vous savez, Mais attendez, quand vous dites après on en tirera des conséquences... sur le fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé, alors ça c'est une chose, sur mais est-ce que ça veut les dire... marchés d'animaux vivants, Oui, sur mais toute une série de ça mesures. c'est une chose, mais est-ce qu'un pays comme la Chine qui a mis à terre l'économie mondiale doit ensuite rendre des Non, comptes pour l'instant, on ne peut pas dire ça. C'est de pour ça manière que financière. transparence d'abord. On ne peut pas dire aujourd'hui la Chine a organisé la mise à mal de l'économie mondiale. En revanche, il y a eu des insuffisances, même si elles ne sont pas délibérées, mais il y a une responsabilité qu'il faut bien sûr établir. Moi, je ne fais pas de grandes déclarations pour mettre la charrue avant les bœufs. Mais il y a un point qui est très important, parce que la Chine a aussi une responsabilité là-dedans, dans l'Organisation mondiale de la santé. On l'a vu. Je crois que là, on a une voie européenne à trouver beaucoup plus ferme. La Chine a parfois eu des complaisances ou des facilités au sein de cette organisation. Les États-Unis ont dit, moi, je m'en vais. J'arrête de payer, je ne soutiens pas cette organisation. Cette organisation, malgré tout, c'est le multilatéralisme sanitaire. Le seul cadre dans lequel on peut coopérer, échanger des informations, avoir de la transparence. Ce n'est pas encore suffisant. L'Europe doit être ferme. Elle doit dire, moi, je veux une réforme de l'OMS. Et je suis prête à payer éventuellement plus, mais sous condition de ces réformes. Je regrette qu'au moment d'ailleurs où M. Trump a annoncé la sortie de l'OMS, l'Europe n'ait pas tenu ce langage de réforme plus ferme de l'Organisation mondiale de la santé. Le président de la République le défend. Vis-à-vis notamment donc de Trump. Vous êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, donc en première ligne dans le cadre du dossier du Brexit. Est-ce que vous croyez à un accord avec la Grande-Bretagne, et si oui, ou sinon d'ailleurs quand ? Oui, je crois qu'un accord est encore possible. Il est d'ailleurs souhaitable. Mais on l'a toujours dit, nous ne serons pas là non plus les naïfs de la bande. Les Européens ont cette tendance à sous-estimer leurs forces et à parfois trop accepter, voire tout accepter. Et donc on a un partenaire, puisque là c'est un ami, c'est un allié, un pays évidemment qui restera très proche, mais le qui a Royaume-Uni, divorcé. Mais qui a divorcé. Un divorce, ça ne veut pas dire forcément qu'on se tape dessus, mais en revanche, ça veut dire que notre vie est différente après et qu'on doit pouvoir reconstruire sans être dépendant de l'autre. Alors vous dites un et donc, accord possible. Je dis qu'un accord est possible. Je on pense le saura que c'est quand, le chemin ça peut qu'on être saura d'ici, je pense, une quinzaine de jours. C'est l'horizon qu'il faut se donner. Donc d'ici la mi-novembre, à peu près. Je ne peux pas vous dire l'heure et le jour exact, mais c'est l'horizon. Pourquoi ? Parce que d'abord, au bout d'un moment, comme une grève, il faut savoir finir une négociation. Comme quand les choses n'avancent pas, il faut en tirer les conséquences. Bon. Pour l'instant, on donne encore une chance à cette négociation. Michel Barnier était à Londres ces derniers jours. Je lui parlerai dans les prochaines heures, d'ailleurs, pour faire un point sur ce sujet et voir si un chemin est possible. Bon. Pourquoi je dis aussi mi-novembre ? Parce qu'il faut donner de la visibilité. Le Brexit, c'est pas anodin, ça se fait pas dans la nuit du 31 décembre. Il faut que nos entreprises, il faut que nos citoyens, il faut que nos pêcheurs sachent comment ça se passe, s'il y a des changements ou pas. Alors, sur le fond, c'est là que je dis que les Européens doivent être très fermes. Le président de la République a été toujours en première ligne. On nous a souvent accusés d'être, pour reprendre l'expression anglaise, les bad cops. On assume complètement, parce que c'est un enjeu économique et politique, le Brexit. Si vous pensez que vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre, l'Europe n'a plus de sens. Être dans une famille, être dans un club politique, l'Europe est un club politique, ça veut dire des droits et des devoirs, on n'a pas l'un sans l'autre. Le Royaume-Uni il aimerait bien avoir accès à notre marché et ne pas respecter nos règles. Il aimerait bien nous dire, moi écoutez, c'est sympathique, je reprends le contrôle de mes eaux, on pêche, nos poissons, etc. Vous n'avez pas accès, c'est ça qu'ils veulent dire à nos pêcheurs. C'est pas possible. Mais on aimerait bien quand même avoir accès à votre marché, parce que la pêche ça nous arrange, mais le reste, ça nous arrangerait bien d'avoir accès à votre marché. Bon, ça marche pas comme ça. Et donc on saura ça d'ici la mi-novembre. On saura ça d'ici une quinzaine de jours. Nous avons été clairs sur nos priorités, qui sont les conditions d'un accord, défendre nos pêcheurs. Ils doivent avoir un accès stable, durable, large aux eaux britanniques. Ça, c'est clair, parce que c'est vital. Et est-ce que vous avez l'impression... Et on doit avoir des conditions de concurrence équitables. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dumping britannique à nos portes. Est-ce que vous avez l'impression que Johnson modère sa position ? Écoutez, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, c'est d'ailleurs toujours comme ça dans les relations internationales. Quand vous êtes faible, vous laissez la place à l'autre et à ses intérêts. Quand vous êtes fort, vous avez une petite chance que la négociation se continue sur votre cadre et vos paramètres et vos priorités. C'est le principe du rapport de force. Exactement. Et donc les Européens doivent apprendre, c'est la vie internationale, doivent apprendre, redécouvrir le rapport de force. Ça vaut y compris avec ses amis et ses partenaires, y compris avec le Royaume-Uni. Y compris avec la Pologne. Puisque le tribunal, on parle d'un autre sujet, le tribunal constitutionnel polonais a invalidé, c'était jeudi, un article autorisant l'interruption volontaire de grossesse en cas de malformation grave du fœtus. Il s'agit en clair d'une interdiction quasi totale de l'avortement en Pologne. Il y a eu déjà 2 réactions au niveau européen. La commissaire aux droits de l'homme qui a dénoncé ce qu'elle a appelé une violation des droits de l'homme, et l'ex-premier ministre polonais et actuel chef du Parti populaire européen Donald Tusk qui a parlé de crapulerie politique. Oui, je crois d'ailleurs. Vous dites que c'est une crapulerie politique ? Je dis que c'est très grave. Ouais. Je dis que c'est très grave et très préoccupant, que c'est un recul majeur
des droits des femmes et des droits de l'homme, donc de nos valeurs. Vous l'avez dit, il faut être très concret, ça veut dire potentiellement que presque 95% des avortements qui ont aujourd'hui lieu en Pologne ne pourraient plus avoir lieu, dans une loi qui était déjà restrictive. Et donc on voit bien qu'en Europe même, nos valeurs ne sont pas garanties. Vous avez cité des réactions européennes. Je crois que par ma voix et par celle d'Elisabeth Moreno, le gouvernement français a été le premier en Europe à réagir hier contre cette décision. C'est une décision de justice, mais on voit bien sa dimension politique. Et donc, nous aurons à discuter avec les autorités polonaises dans les prochaines semaines. Et surtout, quel est le fond de l'affaire ? On peut protester, faire des déclarations. Je crois que c'est important. Je ne minimise pas parce que des gens qui se battent dans les rues de Cracovie ou de Varsovie pour défendre leurs droits ont besoin d'entendre du soutien aussi. Parce que, vous dites que c'est important, parce que est-ce qu'un pays peut être membre de l'Union et prendre de telles mesures ? Alors, juridiquement, oui. Je vous le dis franchement. Et sur le principe et moralement, oui, je crois qu'on doit évoluer. Vous savez, la France a aboli la peine de mort en 1982. Aujourd'hui, un pays ne peut plus rentrer dans l'Union européenne ou rester dans l'Union européenne s'il pratique la peine de mort. Vous voyez les avancées qui se passent. Et alors sur l'avortement ? Je crois que sur des droits de cette nature, c'est vers cela que nous devrons aller. Ça n'est pas le cas. Oui, sur l'avortement. Donc ça serait de dire quoi là-dessus ? Ce serait qu'à terme, c'est pas le cas aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais on doit avoir un socle de droits sans lesquels et sans le respect effectif desquels on ne doit plus pouvoir à l'avenir adhérer ou rester dans l'Union européenne. C'est clair. Et donc, c'est ce que vous allez dire aux autorités polonaises ? Attendez, pour être très précis à court terme, parce que ça, c'est pour l'avenir. Ouais, Aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut, c'est pour ça qu'on se bat, avoir des mécanismes qui permettent de sanctionner, là aussi frapper au portefeuille, pour pas qu'il y ait de la solidarité européine, qu'on bafoue des valeurs essentielles avec un certain nombre de pays. C'est très difficile comme combat, parce qu'on décide tout cela à l'unanimité en Europe. C'est un des problèmes. C'est un vaste débat, je ne fais que l'effleurer. Mais donc aujourd'hui, je peux pas. Moi, je suis toujours très honnête sur ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire en Europe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas directement sanctionner un pays pour ce genre de pratique. Je crois qu'à l'avenir, nous devrons redéfinir notre socle de droits fondamentaux. C'est un projet politique pour l'avenir. Et aujourd'hui, on doit être très ferme dans nos réactions politiques et on doit mettre en place ce mécanisme de sanctions financières. C'est un combat qu'on mène avec le gouvernement français et quelques gouvernements en Europe pour les prochaines semaines, les prochains mois. J'espère qu'on y arrivera, mais c'est bloqué aujourd'hui par les pays mêmes qui parfois mettent en cause ces valeurs. Quand vous dites à l'avenir, c'est une question de mois, une question d'année, une question Alors sur ces mécanismes de sanctions financières, c'est une question de mois. Sur ce que j'évoquais, attention, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je ne parle pas d'une sortie de l'Union européenne pour quelconque pays aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit redéfinir ce qu'est l'identité européenne. Dans l'identité européenne, ça évolue dans le temps. Il y a des droits fondamentaux et je crois que on serait bien avisé d'inscrire à terme le droit à l'avortement dans ces droits fondamentaux, bien sûr. Et à quel... c'est pas un projet qui est ouvert aujourd'hui. Ouais. C'est un souhait que je forme pour l'avenir, parce que vous le savez, nous aurons la présidence française de l'Union européenne dans quelques mois. Nous ouvrons quelques mois avant, j'espère dans les tout prochains jours, une conférence sur l'avenir de l'Europe pour réfléchir à ces grandes réformes, à ces grands droits, à ces grandes libertés qu'on doit consacrer et protéger en Europe. C'est un chantier pour le long terme, mais on doit le mener. Et vous savez, si on n'avait pas lancé des grands projets politiques, économiques, l'euro ou d'autres, on met 20 ans parfois, mais il faut le faire. Agir dans l'urgence, comme je l'évoquais sur ce point précis, et le faire pour redéfinir notre Europe, parce que ce dont souffre l'Europe, c'est justement on en revient toujours à cette idée, d'une forme de faiblesse avec ses propres valeurs. Et on voit que quand on est faible dans l'enseignement, dans l'éducation, dans la défense politique de nos valeurs, on délite notre modèle et nos sociétés de l'intérieur. Merci en tout cas Clément Beaune d'avoir répondu à nos invitations. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci à vous.